Assistant is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, nous avons placé le thème de cette session sous le thème du stock picking, la sélection de titres. Pouvez-vous, pour commencer, nous rappeler les principaux points de vos stratégies d'investissement respectives? Monsieur Daubler. Bon. Nous, on est des gérants spécialisés dans les sociétés de croissance à très bonne visibilité, de grande qualité. Donc, si vous voulez, notre philosophie de gestion, c'est que si vous achetez un titre à croissance longue, suffisamment sous-évalué, et si vous le détenez un certain nombre d'années, la performance des bénéfices et la performance du titre vont converger. Donc, si vous avez une société, par exemple, qui fait du 12% par an, votre fonds, si vous achetez ces actions suffisamment sous-évaluées, il va faire en moyenne 12% grâce à cette action par an. Voilà. Quel horizon d'investissement à peu près? On est dans des métiers très compliqués parce que c'est vrai qu'on juge sans arrêt les gens sur des périodes assez courtes. Or, malheureusement, nos travaux ressemblent plus à des travaux d'horticulteurs, si vous voulez, avec des durées qui ressemblent plus à des périodes, comme dirait Warren Buffett, de 10 ou 20 ans, que des périodes de 2 ou 3 jours, parfois comme on pourrait nous juger. Donc, mais enfin, en tout cas, je pense que si on achète une valeur suffisamment sous-évaluée, sauf période exceptionnelle comme on a eu peut-être dans les dernières périodes, 3 à 5 ans devrait être un horizon normal. Voilà. Monsieur Van Dever, votre style de gestion? On est des active stock pickers et donc on se focalise sur des valeurs plutôt en habillé dans notre analyse mid-cap parce qu'on pense que là il y a le plus de... Sorry. Remontez le droit. Donc on a habillé mid-cap parce qu'on pense que c'est là qu'on peut ajouter le plus d'alpha dans le stock picking. Et on préfère des valeurs entre 4 et 5 milliards de market cap parce que souvent là, il y a un re-rating qui se fait une fois qu'ils entrent dans l'indice, dans le scope des grands brokers anglo-saxons. Mais le stock picking est dirigé aussi par les thèmes qu'on joue. Donc souvent, on va essayer de trouver des stock picks en fonction des thèmes qu'on aime bien. Il y a des thèmes à long terme, comme chez nous à Petercam, on pense que la croissance économique à terme va être dirigée par les emerging markets. On sait l'impliquer via les subséquences agricoles, raw materials, tout ça. Mais il y a aussi des subthèmes, par exemple, dans certains secteurs. Télécom, par exemple, on pense que le câble, c'est une infrastructure supérieure à tout ce qui est téléphonique traditionnel. Donc on va jouer ça, on est overweight câble comparé avec des telecom operators, mais aussi dans les classiques telecom operators, on va jouer ceux qui sont le plus avancés là-dedans. Évidemment, il y a les critères de valorisation et tout ça qui joue. Donc du stock picking, mais dans un contexte thématique. Oui. Très bien. Monsieur Bouvigny. Oui, alors nous, on essaye d'avoir une gestion qui ne soit pas marquée par des billets qui pourraient être favorisés dans certaines conjonctures et pas dans d'autres. C'est la raison pour laquelle on a une triptyque, les 3 C. Donc d'abord une gestion de conviction. Alors ça paraît aujourd'hui assez banal de dire on fait de la gestion de conviction, mais à l'épreuve des faits, c'est beaucoup plus difficile que ça, puisque travailler avec des tracking errors de l'ordre de 5 à 7, quand on fait des choix en matière de gestion, la probabilité qu'on ait raison tout de suite est à peu près nulle. Hein, donc il faut savoir tirer des bords pour pouvoir arriver devant. Et ça, évidemment, c'est pas permis à tout le monde, parce qu'il faut supporter le fait d'être contrarié par rapport au marché. Donc une gestion de conviction, plutôt contrariante, dans la mesure où, historiquement, lorsqu'on est avec la foule, on a beaucoup de chances de se faire piétiner, et lorsqu'on s'en écarte un peu, on a plus de chances d'avoir des opportunités, même si effectivement, nous, le sens de contrariant n'est pas de dire il faut être à l'inverse du marché systématiquement ou à l'inverse du consensus, c'est plutôt de contrarier les arguments. C'est pas parce qu'il se dit quelque chose que c'est forcément vrai. C'est pas parce qu'on dit que en mars 2009 c'est 29 que c'est forcément vrai, la preuve. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on dit que la révolution technologique est quelque chose de merveilleux pour le return on equity que c'est forcément vrai. Donc il faut contrarier systématiquement les arguments, et on y reviendra aujourd'hui sur les banques, puisque
Voilà, le fait est que ce qui se dit n'est pas forcément vrai quand on regarde les chiffres. Contrariant, et enfin un dernier aspect qui nous différencie peut-être par rapport aux deux autres qui sont assez classiques, c'est qu'on essaye de trouver en avant, mettre en avant de la convexité. Nous cherchons des investissements qui, dans l'exercice difficile qui est, comme disait la palisse, de prévoir l'avenir, il y a forcément un degré d'erreur qui est important. Pour l'investisseur, le sujet n'est pas de savoir s'il y a un risque, il y a toujours un risque, quel qu'il soit, sur n'importe quelle valeur. Le sujet de l'investisseur, c'est de savoir s'il est rémunéré pour prendre ce risque de prévision sur l'avenir. Et en essayant de trouver des investissements asymétriques, c'est-à-dire ceux pour lesquels, si on a raison, alors on peut gagner beaucoup parce que le marché a une vision contraire, et ceux sur lesquels on a tort, dans ce cas-là on perdra bien évidemment puisqu'on a tort sur les paramètres qu'on a donnés, mais dans ce cas-là on a une prime de risque implicite qui permet d'amortir le coût et de façon à ce que on ait cette convexité dans l'investissement. C'est un axe tout à fait particulier de notre maison là-dessus. Très bien, merci. Donc on le voit, tous les trois, des gestions différentes, bien sûr, mais basées sur la sélection de titres. Pourtant, moi, j'ai l'impression que le marché reste dominé par des grands facteurs macroéconomiques, voire politiques. Comment est-ce que vous caractériseriez l'environnement actuel et comment, éventuellement, vous adaptez votre style de gestion, monsieur Bouvigny ? Alors nous, on essaye effectivement de passer la majeure partie du temps sur la recherche de valeurs de convexes, comme je l'évoquais, mais in fine, dans un portefeuille, il y a toujours un biais macro. Ne pas l'identifier, c'est prendre un risque, c'est faire de la macro sans le savoir. Si on est défensif, à valeur GARP, on va dire, eh bien si l'économie se retourne, on aura quand même sur le période de retournement une sous-performance. Si on est deep value et que l'économie s'effondre, on aura une période de sous-performance assez forte. Donc la construction du portefeuille doit être assise effectivement sur ces idées de titres, mais on doit avoir une conscience du biais macro que l'on peut prendre pour savoir si on l'accepte ou pas, si pour nous il est convexe ou pas. Donc ça, on l'a bien en tête. Et alors, ce qui est intéressant sur cette année 2011 dans les marchés, c'est que en tout début d'année, vous avez 90% des gérants qui vont vous dire c'est une année de stock picking. Ça va être une année de stock picking. Et dans 90, on va dire, je vais être plus gentil, dans 70% des cas, quand vous regardez les performances à la fin de l'année, vous vous rendez compte que c'était une grande année thématique. L'année dernière, il ne fallait pas être dans les banques, il fallait être dans les cycliques exposés à l'international. Ça, c'est de la thématique pour moi. En 2008, il fallait être très défensif, et en 2009, il fallait être gros bêta. Ça, c'est de la thématique, c'est pas du stock picking. Et cette année, donc moi je le dis et je le dis rarement, c'est pour le coup, mais on n'est qu'à la moitié de l'année, une vraie année de stock picking. Pourquoi ? Première performance de l'Eurostock 50, Enel, plus 27%. Avant-dernière performance de l'Eurostock 50, RWE, moins 20%. BNP plus 6, Intesa moins 6, Sanofi plus 10, Unilever moins 4. Vous n'avez dans tous les secteurs, que ce soit les défensifs, que ce soit les financières ou que ce soit les cycliques, vous en avez autant en haut qu'en bas du classement. Et ça, dans l'histoire de l'évolution des marchés financiers, c'est très très rare, mais encore une fois, on n'est qu'à la moitié de l'année. Le cycle peut l'emporter, la thématique peut l'emporter pour les 6 prochains mois. Bien, on verra. Monsieur Dobler, qu'en pensez-vous ? Chez Cobgest, nous on trouve que la macroéconomique est par un peu définition imprévisible. On avait cet exercice cruel qu'on ne fait même plus de prendre toutes les prévisions des économistes en fin d'année et de voir ceux qui ont eu raison. Et on s'aperçoit qu'en général, c'est totalement, surtout quand il y a des grands renversements de tendance, c'est totalement faux. Donc il y en a un qui a eu raison, mais au cycle d'après, il aura sans doute tort. Donc on est face à une matière relativement imprévisible. Bon, qu'est-ce qu'on garde comme... Évidemment, on regarde tous des indicateurs macro parce que c'est malgré tout le diapason, si vous voulez, de nos métiers. Et on regarde comme indicateur, par exemple, les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt réels. Or, ce qu'on constate depuis un moment, c'est que ces taux d'intérêt réels sont devenus négatifs dans un certain nombre de grands pays, voire à zéro en Europe.
Et donc ça trouble beaucoup, si vous voulez, les notions de valorisation. C'est-à-dire que les rendements des choses sont totalement biaisés aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a des grosses croissances de liquidités qui sont utilisées par les grands brokers internationaux pour envoyer les investisseurs dans un certain nombre d'impasses très régulièrement. Donc, on a des marchés en taux ondulés qui continuent aujourd'hui. Nous, notre seule réponse possible, c'est de trouver des candidats un peu tout-terrain, qui créent de la valeur pour leurs clients, pour leurs actionnaires, et qui ont une visibilité, parce qu'ils sont poussés par des tendances de fond à long terme. Et c'est comme ça qu'on s'en tire très modestement aujourd'hui, parce qu'on trouve que de toute façon, on est face à une matière de moins en moins prévisible qui s'appelle la macroéconomie. Monsieur Van der Ver. Oui. Sorry. Ben, en identifiant les thèmes qu'on joue dans le portefeuille, on a une vision un peu plus long terme impliquée dans les portefeuilles. Et donc on essaye de trouver là-dedans les structural winners. Évidemment, il y a des éléments cycliques autour de ça qui jouent et on doit essayer d'exploiter un peu. Mais les thèmes thématiques à long terme, si on les a bien identifiés, si on a trouvé les structural winners là-dedans, je pense que les cyclicalités court terme économiques, ça joue moins dans la construction de portefeuille. Ça peut être un peu embêtant pendant une certaine période, mais à long terme, ça devrait être capable de gérer du alpha. On voit, quels que soient les styles de gestion, quand même un horizon toujours de moyen, voire long terme. Dans ce contexte, justement, quelles sont les opportunités que vous avez identifiées, monsieur Bouvigny? En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans le marché depuis 18 mois, on va dire, et le marché européen, bien sûr, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'abord, c'est qu'il a accumulé une prime de risque extrêmement importante, notamment par rapport au marché étranger et par rapport aux bénéfices, puisque je vais prendre rapidement quelques indices pour montrer ça. Le Standard & Poor's, depuis le 15 octobre 2009, a progressé de 25% en dollars et de 22% en euros. Dans le même temps, le CAC 40. Pourquoi le 15 octobre 2009? Parce que c'est la première fois que le CAC 40 touche 3009. On y est. Donc on a 20% de retard, que ce soit en euros ou en dollars, par rapport au standard américain. Et par rapport aux bénéfices, je ne prendrai pas les bénéfices déclarés qui sont en hausse de l'ordre de 60% sur la période, mais sur les EPS forward. Et donc la révision à la hausse des analyses sur les bénéfices 2011, c'est plus 36%. Rarement dans l'histoire, on a vu un tel décalage. On comprend pourquoi, c'est parce qu'il y a la constitution d'une prime de risque face aux incertitudes qui pèsent sur la zone euro et les dettes périphériques. Du coup, quand on regarde en bottom-up ce qui se passe, c'est que le marché avait monté, maintenant il est rebaissé, mais avait monté que sur un segment extrêmement étroit de la cote, qui sont les valeurs cycliques au business model assez stable, c'est-à-dire ceux comme l'auto, comme les biens industriels, comme la chimie, sur lesquels il n'y a pas vraiment de remise en cause du business. Alors que 70% de la cote européenne est affectée par une décote historique au regard des incertitudes du modèle économique, dans lequel on va trouver les utilities, le pétrole, la santé, la télécom, les financières, bien sûr. Et tout ça sont les gros secteurs qui ont aujourd'hui des PER en dessous de 8, traduisant à la fois l'incertitude sur l'ensemble du marché, mais surtout sur la formation de la rentabilité de ces sociétés. C'est quand même remarquable de voir que le pétrole a fait x2 et Total est au même cours qu'il y a 18 mois. Donc on a là véritablement des questions à se poser. Et nous, ça nous incite quand même à construire les portefeuilles autour de 3 grands axes. Le premier qui est d'avoir un poids important de valeur défensive, quitte à analyser ces business models pour voir s'ils sont véritablement autant en danger que ce que veut bien dire le marché. C'est donc le cas de la pharmacie et de la télécom. L'autre axe, c'est les financières, peut-être on y reviendra. Et le troisième axe, c'est les cycliques, mais avec beaucoup d'exigences. Parce que les cycliques classiques ont eu un tel parcours relatif, malgré les doutes des double dip, qui ne datent pas d'il y a 15 jours, parce qu'on s'était fait déjà la même au mois d'août 2010.
Eh bien, par rapport à ces cycliques-là, il faut être très exigeant sur la capacité d'améliorer les marges en interne et de ne pas fonder uniquement sur la poursuite du cycle les espoirs d'amélioration des rentabilités. Très bien. Quelques stocks spécifiques peut-être au sein de ces thématiques, secteurs. Donc dans les trois thématiques, donc dans les défensives, on avait une grosse position dans la pharmacie à travers Sanofi qu'on maintient. Et d'ailleurs, faire attention par rapport au réflexe qu'on a de ne pas acheter ces valeurs, voilà, parce que c'est gloomy, parce que on sait pas très bien, c'est pas cher, mais ça l'est resté, ça le restera. Sanofi, c'est quand même la meilleure performance du CAC 40 dividende réinvesti year to date. Bon, pourquoi ça a monté? Alors on me dira parce que c'était pas cher. Bah oui, mais si on dit ça depuis un an, on n'en a pas profité. Donc Sanofi bien sûr, la télécom, avec que ce soit Telecom Italia ou France Télécom, Deutsche Telekom ayant profité de sa cession de T-Mobile. Donc ça, c'est pour la partie défensive, on va dire. Sur la partie financière, nous, on aime beaucoup Intesa Sanpaolo, acheter une banque italienne qui est le marché bancaire le moins risqué, avec des ménages les moins endettés au monde après les Chinois, à 70% de la tangible book value. C'est un truc qui passe rarement plus d'une fois en une décennie. Et puis dans les cycliques, là pour le coup, on va être quand même plus sélectif et donc on va chercher des histoires intéressantes du point de vue du changement du mode d'organisation, notamment Capgemini qui a maintenant plus de 36% de sa force de travail offshore et qui reste 10 fois moins cher qu'une indienne. Très bien, merci. Monsieur Van Dever, quelles opportunités dans le contexte actuel? Mais nous, on a profité de la crise dans le Sud pour acheter certaines valeurs là-dedans qui n'ont pas directement leur business dans ces pays. Des valeurs comme Coca-Cola Bottling, qui est quand même le plus grand bottler de Coke au monde. Et il a 4% de son business en Grèce. Bon, malheureusement, il est coté à la bourse d'Athènes, donc il est tout à fait décoté. Mais on en profite pour augmenter le poids dans cette valeur-là. Mais le même va pour certaines valeurs en Portugal qui n'ont pas leur business là-bas, mais qui ont été déritées à cause du fait qu'ils ont malheureusement coté dans cette bourse-là. Donc on a quand même vu pas mal d'opportunités dans cette région-là. Donc never waste a good crisis. D'autres thèmes, secteurs dans lesquels vous avez trouvé des opportunités en plus de ces valeurs donc d'Europe du Sud, mais qui souffrent de la contagion, mais dont les business models ne sont pas directement liés à la conjoncture dans ces pays? Oui, on a deux grandes convictions sur tout ce qui est materials et ce qui est agriculture. Mais là, de temps en temps, il y a l'incertitude aussi. Mais on essaye d'en profiter et reprend les valeurs qu'on a bien. Donc, face à la volatilité donc de ces secteurs, les produits agricoles, c'est extrêmement volatile. Vous diversifiez plus le portefeuille? Oui. Très bien. Ouais. Okay. Monsieur Dovler, les opportunités? Oui, nous, ce qui nous frappe en ce moment, c'est la grande opportunité qu'on a sur un certain nombre de sociétés leaders sur des marchés émergents, qui soient dans les pays émergents ou dans les pays développés. Vous savez, l'approche de Comgest, c'est de trouver dans un univers de valeurs de croissance et de qualité ce qui est vraiment sous-évalué. Or, ce que les gens aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se dit nous-mêmes value dans un univers de grosses, et là où vraiment les gens ont tendance à sous-estimer, je pense, les titres aujourd'hui, c'est sur la longévité d'un certain nombre de groupes en termes de croissance du fait des nouveaux horizons qui s'ouvrent. En ce moment, on est frappé par l'allongement de l'horizon de croissance sur beaucoup de nos titres. Prenez un exemple comme par exemple une société, alors vous avez des allongements comme une société comme par exemple L'Oréal qui commence à se développer à Shanghai, puis dans tous les Tier 1 et Tier 2 et Tier 3. Donc là, on a des croissances extrêmement longues, extrêmement pérennes. Vous pouvez regarder LVMH aussi dans ce même esprit, avec si effectivement la Chine et le Japon, et s'il y a 20% de croissance à 22% pendant 20 ans,
en Chine comme il y a eu au Japon, parce que la chinoise apparemment a exactement le même comportement, elle aime s'identifier à un groupe et reprend les mêmes symboles que le groupe comme la japonaise. On peut aussi faire se fonder sur beaucoup d'espoir et penser qu'aujourd'hui, ce titre est encore très très sous-évalué. On a énormément d'exemples comme ça, même prenez une société comme Sodexo, qui a priori est connue plutôt pour faire de la cantine. Ils sont en train de développer 2 marchés majeurs en ce moment qui forment d'énormes... Par exemple, le facility management, tous les buildings de bureaux, par exemple, on dépense un argent fou à entretenir les espaces verts, les ampoules, les plomberies, etc., les ascenseurs. Donc tout ça, quand vous êtes un groupe global et comme Sodexo et que vous allez vous présenter à Procter & Gamble, par exemple, à Cincinnati, et que vous lui dites que sur l'entretien de ces bâtiments, il peut économiser 20 millions de dollars, il est intéressé. Donc voilà. Et autre segment, par exemple, Sodexo est en train de développer par son PNL, c'est l'assistance à domicile des personnes âgées. Là aussi, c'est un énorme marché considérable. Donc voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, les PI de nos sociétés n'ont pas du tout reflété cette longévité. Et je voudrais juste vous donner un exemple pour que les gens comprennent. Comment une longueur de PI, une longueur de croissance devrait générer une hausse de PI énorme. Il y avait Warren Buffett qui avait donné l'exemple de Coca-Cola qui avait eu 65 ans de croissance à 14,5% par an. Donc vous étiez en interne amusé à faire un petit calcul pour savoir à combien, à l'époque de la cotation, aurait dû valoir une société comme Coca-Cola, compte tenu de sa longévité de croissance. Et suivant que vous preniez 80% ou 100% du cash flow réinvesti, vous étiez à des valeurs entre 2300 et 5000 fois les bénéfices. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des sous-évaluations massives pour autant qu'on a des durations longues de croissance. Or, donc, s'agit-il de bien identifier ces valeurs avec ces horizons rallongés de croissance? Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a des éléments objectifs pour, en analysant les sociétés vraiment en détail pour le penser. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura pas que des Coca-Cola dans les portefeuilles et que si on a une croissance de 5 à 10 ans dans 3 cas sur 5, ce sera déjà énorme. Oui. Bien, c'est agréable de voir qu'il reste des opportunités. À contrario, quels sont les risques principaux que vous avez identifiés sur ce marché? Quel impact sur vos portefeuilles? Quel segment de marché? Quel secteur évitez-vous, monsieur Van de Ver? Pour nous, à court terme, le plus grand risque, c'est ce qui se passe en Europe avec tous les sovereigns. En fait, c'est une décision politique à la fin. Et donc, on sait tous que ce n'est pas toujours les hommes les plus rationnels au monde. Donc, je pense que tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Il n'y a personne qui presse, qui peut vraiment avoir un désastre dans le marché. Et donc, ça, pour nous, c'est le plus grand risque. Donc, c'est difficile à implémenter dans les portefeuilles. Le secteur bancaire, évidemment, il souffre de ça. Mais s'il y a vraiment un désastre en Europe, je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs cycliques et même des secteurs non cycliques qui vont être impactés, ce qui n'est pas pour l'instant dans le cours. Et donc, ce qui est difficile à refléter dans le cours aussi. Mais pour nous, ça, c'est le truc qui nous paraît le plus grand risque. Et à terme, il y a évidemment un problème aux États-Unis aussi, donc la croissance économique là-bas sera beaucoup moins forte à cause des problèmes bilantaires. D'accord. Et donc concrètement, j'imagine pas de pondérée financière, en tout cas sous-pondérée financière, contrairement à M. Bouvigny, et d'autres secteurs où vous préférez rester à l'écart? La valeur cyclique, on a un peu plus, on est moins chaud dessus parce que on pense que ça, c'est pas pressé là-dedans. D'accord. Monsieur Dobler? Allô, oui. Si vous voulez, chroniquement, nous, on est absent des secteurs qu'on trouve imprévisibles parce que trop liés à la macroéconomie. C'est le cas des cycliques lourdes, les matières premières. C'est le cas aussi des financières parce que j'ai jamais réussi à comprendre le niveau de risque qui est pris dans un bilan bancaire parce qu'il y a aussi pas mal d'éléments hors bilan. Donc, par contre, pour ce qui concerne le portefeuille que je gère pour un certain nombre de maisons présentes ici, nous, ce qu'on
ces titres par titre vont-elles réussir à continuer à croître à 2 chiffres plus inflation, avec des croissances drivées, poussées essentiellement par la croissance interne du chiffre d'affaires, ou est-ce que tout d'un coup on va se retrouver avec une conjoncture mondiale tellement difficile qu'on aura un ralentissement beaucoup plus élevé que prévu? Et voilà, donc on joue beaucoup. Aujourd'hui, ces thèmes enfin, ces grands méga trends qu'on joue là chez Comme Geste et qui poussent nos chiffres d'affaires dépendent évidemment de la conjoncture globale. C'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on a remis comme argent et incitation dans l'économie mondiale, de voir une économie comme les États-Unis qui ne croissent pas plus vite et qui ne créent pas plus d'emplois à ce stade du cycle peut inquiéter. Voilà, donc on regarde tout ça de près, mais encore une fois, on regarde ça à travers les yeux des sociétés qu'on a en portefeuille. D'accord. Oui, donc structurellement absent des financières pour manque de visibilité, de transparence, absent des cycliques lourdes, comme vous le disiez. Alors vous parliez donc des horizons d'investissement qui se rallongeaient pour certaines sociétés, notamment celles qui sont exposées à la Chine. La Chine, on le dit aussi, tire les matières premières. On voit la flambée des matières premières. Alors une question qu'on serait tenté de se poser, c'est est-ce que ces matières premières sont-elles toujours cycliques et donc à ce titre doivent-elles toujours être exclues de vos portefeuilles? C'est une question très importante qu'on se pose évidemment comme tout le monde. C'est vrai qu'on a, enfin, d'expérience, on a vu plusieurs fois l'idée qu'on arrivait à la fin du cycle et qu'on était dans l'après, etc. Je crois qu'il y a, par être humain, 1 trilliard de matière dans la Terre, de tonnes, 1 trilliard de tonnes par être humain encore aujourd'hui dans la Terre. Donc je pense que je ne suis pas sûr qu'on en manque toujours et qu'on manque encore beaucoup de ces éléments, même si on foisonne sur la Terre. Donc il y a eu des aires géologiques énormes et chaque fois qu'on cherche du pétrole, on en trouve encore. Je pense qu'il y a beaucoup personnellement, à titre personnel, parce qu'on n'a pas d'avis vraiment avisé sur la question, je pense que si vous voulez l'arrivée de la financiarisation dans les matières premières, évidemment, a créé une nouvelle demande qui a fait monter d'un échelon un certain nombre de choses. Donc, et quand ça se répercutera à la baisse, ça risque de faire des surprises. Très bien, donc pour vous, c'est toujours clairement cyclique, même si le cycle est peut-être plus long que par le passé. Monsieur Bouvigny, les principaux risques que vous avez identifiés au sein de votre gestion? Bien, comme je le disais en introduction, en fait, le problème dans la bourse, c'est pas les risques, il y en a toujours. C'est ceux qui ne sont pas rémunérés et donc qu'on n'a pas vraiment identifiés. Et pour moi, paradoxalement, le risque le moins rémunéré aujourd'hui, c'est le risque émergent. Nous avons dans les pays émergents aujourd'hui une situation délicate. Soit on n'arrive pas à réduire la croissance et il faudra utiliser de façon beaucoup plus massive l'arme des taux avec au passage une nouvelle envolée des matières premières, ce qui serait absolument détestable pour l'ensemble des zones géographiques. Et il faut impérativement ralentir ces économies, car vous pourrez lire dans le Wall Street de ce matin qu'une économie qui carbure à la vitesse où carbure la Chine depuis 10 ans conduit à nécessairement, quand c'est fait par les hommes, des spéculations et des bulles. L'immobilier à Benjin a été multiplié par 2,5 depuis 2006 et représente 56 années du revenu moyen des habitants. Clairement, soit ça va trop vite, ça continue et ça se terminera mal, comme ça s'est mal terminé dans les pays développés à chaque fois qu'il y avait des cycles de croissance longs et prononcés. L'Inde est en déficit jumeau, 7% de déficit commercial, 5% de déficit budgétaire. Même l'Espagne ne faisait pas ça quand elle était en croissance. Qu'est-ce qui se passera quand on a des déficits jumeaux et que la croissance est moins forte? La valorisation de ces marchés est chère, contrairement à ce que tout le monde raconte. J'entendais Comme Geste sur les émergents me dire qu'effectivement les valeurs de croissance liées à la croissance domestique étaient chères, donc j'étais un peu rassuré de l'analyse que j'avais pu faire, mais 2,3 fois la bourse, c'est plus cher que les États-Unis. Et quel veut dire le PE à 14 fois, derrière lequel on se rassure, lorsque normalement ces pays-là devraient avoir des taux d'intérêt plus en liaison avec les Brésiliens, c'est-à-dire à 12%, plutôt que ceux des Allemands à 3%.
Donc si on avait des taux à 12 dans une politique monétaire normale, il serait normal d'avoir des PE à 7, 8 et non pas à 18 ou 20 comme en Inde, voire même à 13 ou 14 comme en Chine. Donc il n'y a pas de prime de risque nécessairement. Et donc il faut un ralentissement, mais un ralentissement mesuré, c'est possible, ça on peut le souhaiter. Mais c'est vrai que la stabilisation relative du marché émergent par rapport au marché de la zone euro, hein, sur 12 mois, il valait mieux être sur l'Eurostoxx que sur l'emerging market Morgan Stanley, dans une même devise. Et le début de la prise en compte des risques attachés à ces zones-là. Et donc, par ricochet, pour les valeurs européennes, il me semble que les segments les plus à risque sont ceux qui n'ont pas encore intégré ce phénomène-là. Donc, on peut voir que dans l'acier, par exemple, c'est intéressant, parce que dans l'acier, Arcelor est la plus mauvaise performance du CAC year-to-date après l'année dernière également, montrant bien qu'un certain nombre de transformateurs sont victimes de cet excès d'offre potentiel de la Chine. En revanche, dans la chimie, et ça représente aujourd'hui 9% des indices euros, eh bien, on est avec des valorisations qui sont revenues au top, des titres au top. Et donc, nous, on est très prudents sur cette problématique globale, notamment à travers la chimie. Donc, on est absent. Est-ce que le rachat de Rhodia est un indicateur contrariant? Oui, même là, vous avez les trois valeurs qui pèsent en Euroland sur la chimie, c'est Bayer, BASF et Air Liquide. D'accord, merci. On a 5 minutes pour prendre des questions dans la salle. Je vais Ça serait intéressant d'avoir peut-être deux avis contradictoires sur la question. Comme on exclut ce sujet de nos portefeuilles, je crois que vraiment, j'aime pas parler de ce que je connais pas assez, donc franchement, je vais pas aller parler des bancaires. Moi, je vais effectivement HSBC. Répondre. Oui, d'abord plus généralement sur la problématique des banques, à laquelle HSBC d'ailleurs ne participe pas complètement. Le problème des banques aujourd'hui, c'est que le marché ne croit pas à leur capacité à maintenir les retours sur capitaux investis, ou capitaux propres. Je vais prendre juste un petit exemple. Je vais prendre la BNP, si vous me pardonnez. La BNP aujourd'hui dégage déjà en 2010 15% de retour sur fonds propres. Les bénéfices attendus pour la BNP pour 2011, c'est 9 milliards d'euros. La capitalisation boursière de BNP, c'est 65 milliards d'euros. Quand vous payez à peine 7 fois une société, il faut être sûr de votre coût. C'est-à-dire le scénario ultra noir que le marché a déjà vu, pour le challenger, il faut que vous pensiez que ça soit encore plus noir. Et le seul élément qui peut vous inciter à penser ça, c'est que vous dites qu'il y a une probabilité très élevée qu'un choc qui n'est jamais survenu arrive cette fois-ci. C'est comme de ne pas acheter du BMW à 30 € en mars 2009. Je veux dire, cette fois, c'est pas comme avant, et BMW va faire faillite. Sauf que ça vaut 90, parce que maintenant, on a découvert qu'ils étaient en Chine. Le fait même que la Grèce fasse faillite coûterait net d'impôts à la BNP, à travers les 5 milliards d'expositions qu'ils ont sur les dettes souveraines, à peine 3 milliards, c'est-à-dire 6% des fonds propres durs de la BNP. Donc il nous semble que ce risque est trop intégré dans les cours, génère une prime de risque excessive, et que sauf effectivement catastrophe, choc financier qui est redouté par M. Trichet, des effets collatéraux d'un haircut sur la Grèce, un blocage du système monétaire comme ça a été le cas en 2009, là seulement on peut considérer que le cours est justifié par ce risque-là. Mais sinon, on a vu une baisse des spreads sur les corporates
Le coût du risque, la BNP est passée de 150 points de base à 50 points de base. Le cours ne l'a pas relaté. Pour HSBC, c'est un peu plus compliqué. Parce que là où sur BNP, on est à 0,9 fois la tangible book value, sur la Société Générale à 0,8 et sur Intesa à 0,7, sur HSBC a profité de sa proximité par rapport au monde asiatique, profité également du fait que le monde anglais était un peu moins concerné par cette problématique Euroland, et donc la valorisation de la BNP, de HSBC, intègre encore des hypothèses de retour sur fonds propres nettement supérieures à 2 chiffres. Donc pour le coup, on n'aimerait pas trop challenger le marché sur cette question-là. Donc on est assez d'accord avec lui que c'est bien pricé, mais qu'il n'y a pas forcément d'opportunité. Très bien, merci. Monsieur Van de Ver. Si je peux peut-être ajouter juste 2 choses. C'est la première, c'est bon, HSBC c'est un peu un cas spécifique parce qu'ils ont un excès de liquidité énorme. Donc ce qui n'est pas le cas de beaucoup de banques européennes. Donc ils ont un loan to deposit en fait qui est inférieur à 100, beaucoup inférieur à 100. Donc des problèmes de crise, s'il y a un problème dans le monde financier, ça arrête à tourner, en fait ils ont leur liquidité. Donc ils sont plus protégés que beaucoup d'autres banques comme une banque comme BNP. Bon, ceci dit, deuxième chose, et une des raisons pourquoi on n'est pas très optimiste sur les banques, contrairement à mon collègue, c'est quand vous regardez à long terme, en fait, on a diminué le risk-weighted assets pour tout ce qui est immobilier en Europe il y a quelques années. Maintenant, on augmente les Tier 1 ratios pour un peu diminuer le risque. Mais le vrai risque, c'est qu'en fait, c'est que vous remettez il y a 10 ans, le même actif, en fait, maintenant, tu as encore besoin de moins de capital. Et donc, nous, on se dit, on n'est pas très chaud sur le marché de l'immobilier en Europe. On pense que c'est cher. Et donc, si les taux commencent à monter un jour, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de l'upside à trouver là-dedans. Le plus grand actif des banques, c'est l'immobilier européen. Donc, ce risque-là, selon nous, n'est pas dans le prix. Et comme ils travaillent sur des marges faibles, avec des risk ratings assez faibles, ça peut être très painful pour les banques. Et ça, c'est un risque asymétrique pour nous qui n'est pas dans le prix. Très bien. Mais une autre question, on a le temps pour une question. Bien, peut-être juste une dernière question par rapport à ce que M. Van de Ver disait en introduction, c'est que dans votre style de gestion, vous incorporiez pas mal de mid-cap. On a une table ronde cet après-midi sur les small cap et une question qu'on se pose notamment sur la classe d'actifs small cap, c'est celle des valorisations parce qu'elles ont très bien performé depuis 2 ans. Comment est-ce que vous voyez ce segment de marché M. Dobler peut-être? Nous, si vous voulez, on a quelques grosses mid-cap dans le portefeuille et ce qui nous paraît étonnant, c'est combien aujourd'hui le marché est étroit. Donc, si vous voulez, ça a été très à la mode, mais quand vous voulez vendre une position de 30 ou 40 millions, vous pouvez mettre 3 semaines pour arriver à ne pas faire trop chuter les cours en la vendant. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, je pense, à intégrer dans la tête des gens. Et c'est vrai que nous, on trouve qu'il y a a priori, sauf exception, beaucoup de sociétés cycliques dans cet univers mid-cap, et c'est aussi pour ça qu'il a peut-être bien réagi sur les périodes récentes. Et comme on a des sociétés qui maintenant sont à l'échelle de la planète, je crois qu'il est temps qu'il y ait un re-rating de ces grosses sociétés multinationales qui peuvent sourcer de la croissance un peu partout. Quand vous voyez qu'une société comme Nestlé, qui faisait avant Alcon 107 milliards de chiffre d'affaires, arrive à croître à 5 ou 6% par an, c'est quand même ça veut dire qu'ils ont trouvé des poules de population et des gisements de croissance immenses. Très bien. Monsieur Van de Ver. Il faut faire distinction, je pense, entre quelle sorte de mid-cap que vous allez choisir, sélectionner. Mais nous, dans la sélection, ce qu'on cherche, c'est des mid-cap qui sont dans un trend à long terme, donc un peu de longévité de quoi on vient parler. C'est vrai qu'il y a un issue de liquidity pendant certaines périodes. Il faut
faut le savoir, il faut le gérer, il faut tenir compte de ça. Mais si on est dans une thématique spécifique qu'on a bien, qui pense qui est structurellement drivée, mais tous les grandes sociétés ont commencé petit. Donc, et ce qu'on voit aussi, c'est souvent, c'est mid-cap, une fois qu'ils dépassent un certain seuil, il y a une sorte de re-rating implicite par le fait qu'ils sont sur beaucoup plus de radar screen. Et donc, souvent, c'est le rating en soi, comme ils sont moins recherchés, souvent les mid-cap, en fait, souvent les expectations sont assez mal intégrées dans le cours aussi. Donc, souvent, si vous faites bien votre boulot, en fait, les earnings en soi qui sont prévus par le marché, par souvent quelques brokers locaux, en fait, c'est pas très fiable en termes de... Donc une grande sélectivité tout de même. Ouais. Très bien. Monsieur Bouvigny, pour terminer. Oui, en fait, la performance et la cherté relative des small caps est due aux propos que j'ai tenus sur la déformation du marché depuis 18 mois. C'est qu'en fait, ils ont moins de finances, moins de pétrole, moins de pharmacie, moins de télécom, ou sinon c'est des trucs très ciblés. Ce qui veut dire qu'il y a moins de problématiques structurelles de business model sur ces sociétés-là. Ceci étant dit, il y a deux écoles sur les small caps, comme toujours. Vous allez avoir les positifs qui vont vous dire la croissance justifie une surcote. Et vous allez avoir les prudents qui vont dire la liquidité justifie une décote. Selon le moral, c'est l'un qui l'emporte sur l'autre. Bien, merci beaucoup. Merci.